Sous un ciel bas et lourd, le cimetière de Saint-André semblait suspendu dans un silence oppressant, seulement troublé par le murmure discret d'une pluie fine qui s'écrasait sur les parapluies noirs des endeuillés. Une mer de silhouettes sombres, vêtues de manteaux et de costumes impeccablement coupés, se pressait autour d'une tombe fraîchement creusée, où reposait désormais le commandant Lucien Dubois, une figure révérée de la police française, un homme dont l'intégrité avait marqué les esprits dans un monde où la corruption rôdait comme une ombre insidieuse. Ce n'était pas une simple cérémonie d'adieu, une tension palpable flottait dans l'air, comme si la justice elle-même, drapée dans un voile invisible, observait chaque geste, chaque regard, attendant son heure. L'agent spécial Julien Moreau, droit comme une statue de marbre, se tenait au premier rang, ses yeux sombres voilés par une tristesse contenue, mais aussi par une détermination farouche. Lucien n'était pas seulement un collègue, un supérieur hiérarchique ou un nom sur un dossier. Il était un mentor, un frère d'armes, un homme rare qui avait osé défier les ténèbres d'un système gangréné par la complaisance et l'abus de pouvoir. Aujourd'hui, alors que la pluie trempait le drapeau tricolore soigneusement plié entre les mains de Julien, cette cérémonie prenait une dimension plus profonde. C'était un serment silencieux, une promesse de poursuivre le combat que Lucien avait mené jusqu'à son dernier souffle. Et pourtant, parmi la foule des endeuillés, se tenait l'homme qui incarnait tout ce que Lucien avait combattu, l'homme qui, par son arrogance et sa corruption, avait peut-être précipité sa fin. Julien serrait le drapeau avec une force contenue, ses doigts crispés sur le tissu comme s'il pouvait y puiser la force de son mentor défunt. Derrière lui, la foule murmurait, des chuchotements étouffés par le respect dû à l'occasion, mais teintés d'une méfiance diffuse, comme si chacun savait que quelque chose de plus grand se jouait sous la surface. Parmi les visages marqués par le deuil, Claire Dubois, la veuve de Lucien, se tenait droite, digne malgré la douleur qui creusait ses traits. Ses yeux, fixés sur la tombe, brillaient de larmes contenues, et sa main serrait celle de son fils adolescent, Antoine, dont le regard oscillait entre la confusion et une colère sourde. À leur côté, Étienne Lambert, un jeune policier tout juste sorti de l'école de formation, semblait mal à l'aise, ses mains enfoncées dans les poches de son uniforme, jetant des coups d'œil nerveux vers l'arrière de la procession. Là, presque à l'écart, se dressait l'inspecteur Philippe Renaud, une silhouette imposante, son uniforme impeccable contrastant avec l'aura de mépris qu'il dégageait. Ses bras croisés, son menton relevé, il exsudait une arrogance forgée par 2 décennies de service sans jamais avoir été inquiété. Mais Julien connaissait la vérité sur Renaud. Cet homme, derrière son insigne rutilant, était une tache sur l'honneur de la police. Ses arrestations musclées le laissaient trop souvent des suspects brisés, physiquement ou moralement, et les plaintes déposées contre lui disparaissaient mystérieusement, étouffées par un système qui préférait fermer les yeux. Les rumeurs sur Renaud circulaient depuis des années, comme un poison lent dans les couloirs du commissariat. Des témoins effrayés, des dossiers classés sans suite, des collègues qui détournaient le regard par peur ou par complicité. Lucien Dubois avait été le seul à oser le défier ouvertement, à rassembler des preuves, à menacer de faire tomber cet homme qui se croyait intouchable. Et maintenant, Lucien était mort. Une crise cardiaque, selon le rapport officiel, mais Julien n'y croyait pas un instant. Pas après la lettre que Lucien lui avait confiée en secret, une enveloppe cachetée qu'il n'avait pas encore osé ouvrir, mais dont il sentait le poids dans la poche intérieure de son manteau, comme une bombe à retardement. Cette lettre, il le savait, contenait des vérités capables de faire trembler les fondations du commissariat, des noms, des dates, des preuves d'abus orchestrés par Renaud et peut-être par d'autres. Julien avait promis à Lucien de la protéger, de l'utiliser au bon moment, et ce moment approchait, il le sentait dans l'air lourd du cimetière. Le glas d'une église lointaine résonna, un son grave et solennel qui semblait scander le rythme de la cérémonie. Le prêtre, un homme âgé à la voix monocorde, poursuivait son discours, mais Julien n'écoutait qu'à moitié. Son attention était ailleurs, focalisée sur le regard brûlant qu'il sentait peser sur son dos. Renaud. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que l'inspecteur l'observait, un sourire narquois étirant ses lèvres. C'était une provocation, un défi silencieux, une tentative de faire craquer Julien, de le pousser à perdre son sang-froid. Mais Julien resta immobile, ses yeux fixés sur la tombe, son esprit affûté comme une lame. Il avait appris de Lucien une leçon essentielle. La justice ne se gagne pas dans l'emportement, mais dans la patience, dans la stratégie. Renaud voulait un spectacle, une confrontation pour asseoir son pouvoir.
Julien, lui, voulait la vérité. Soudain, une voix tranchante perça le silence, aussi brutale qu'un coup de fouet. Alors, on enterre un traître aujourd'hui, hein? Les mots de Renaud, lourds de mépris, firent l'effet d'un éclair dans la foule. Des têtes se tournèrent, des épaules se raidirent. Claire Dubois serra la main de son fils plus fort, ses lèvres tremblantes de rage contenue. Antoine, les poings serrés, semblait prêt à bondir, mais sa mère le retint d'un regard ferme. Étienne Lambert blêmit, son regard passant de Renaud à Julien, comme s'il cherchait une réponse, une direction. À l'arrière de la foule, Camille Lefebvre, une journaliste locale connue pour ses enquêtes audacieuses sur les dérives des institutions, fronça les sourcils. Elle glissa discrètement la main dans sa poche, son téléphone prêt à enregistrer, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Le prêtre, déconcerté, s'interrompit un instant, jetant un regard incertain vers Renaud avant de reprendre son discours d'une voix mal assurée. Julien sentit une vague de colère monter en lui, mais il la contint, la laissa se dissiper comme la pluie sur son visage. Il connaissait Renaud. Cet homme comptait sur le silence complice des autres, sur la peur qu'inspirait son autorité, sur l'idée que personne n'oserait le défier dans un moment aussi solennel. « Pas ici, pas maintenant », murmura Étienne à voix basse, presque comme une prière, ses mains tremblantes, trahissant son malaise. Mais Renaud, savourant l'attention, avança d'un pas, ses bottes crissant sur le gravier humide. « Toi et Dubois, toujours à jouer les héros, hein, Moreau ?» lança-t-il, sa voix assez forte pour que tous l'entendent. « Vous pensiez pouvoir nettoyer notre commissariat, mettre vos nez de petits seins là où personne ne vous a invité. Regarde où ça l'a mené, ton cher commandant. » Un frisson glacial parcourut la foule. Les mots de Renaud étaient une insulte, non seulement à Lucien, mais à tous ceux qui croyaient encore en l'honneur de leur métier. Julien pivota lentement, ses yeux croisant ceux de Renaud pour la première fois. Et là, quelque chose d'inattendu se produisit. Le sourire narquois de l'inspecteur vacilla, juste un instant, comme si un doute soudain l'avait traversé. Dans le regard de Julien, il n'y avait ni colère ni peur, mais une détermination froide, presque inhumaine, qui semblait dire « Tu as déjà perdu ». Renaud ricana, un rire forcé, ajustant son insigne avec un geste théâtral, comme pour se rappeler à lui-même son autorité. « Fais attention, agent spécial », murmura-t-il, sa voix basse mais chargée de menaces. « Tu ne voudrais pas finir comme Dubois, 6 pieds sous terre, avec une belle cérémonie pour pleurer ton idéalisme. » Un silence étouffant s'abattit sur le cimetière. Même la pluie semblait retenir son souffle, les gouttes suspendues dans l'air avant de s'écraser sur le sol. Personne ne bougea. Personne n'osa parler. Renaud venait de proférer une menace publique, directe, devant des dizaines de témoins, des officiers de police, des agents spéciaux, des civils endeuillés, et une journaliste dont le téléphone enregistrait chaque mot. Et pourtant, il se tenait là, droit, convaincu que son insigne, son expérience, et le réseau de complicité qu'il avait tissé au fil des ans le protégeraient. Mais Julien n'avait anticipé ce moment. Il savait que Renaud, poussé par son arrogance, par son besoin de dominer, ferait un faux pas. Et ce faux pas venait de sceller son destin. Julien ne répondit pas immédiatement. Il laissa le poids des mots de Renaud planer sur la foule, s'infiltrer dans les esprits, marquer chaque témoin. Puis, d'un mouvement lent, presque théâtral, il fit un pas vers Renaud. Pas un geste de défi, pas une posture agressive, juste un pas mesuré, assuré, qui força Renaud à reculer d'un demi-pas avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Ce léger mouvement, presque imperceptible, fut comme une fissure dans l'armure de l'inspecteur. Camille, toujours à l'affût, zooma sur ce moment avec son téléphone, capturant l'instant où l'homme intouchable montrait une faiblesse. Étienne, pétrifié, murmura quelque chose d'inintelligible, son regard oscillant entre les deux hommes. Claire, quant à elle, fixait Julien, une lueur d'espoir dans les yeux, comme si elle comprenait qu'il portait désormais l'héritage de son mari. Renaud, sentant le contrôle lui échapper, tenta de reprendre la main. « Tu crois que tu peux me faire peur, Moreau ?» lança-t-il,
sa voix plus aiguë, moins assurée. Tu crois que tes petits jeux de fédéraux vont changer quoi que ce soit? Il ajusta à nouveau son insigne, un tic nerveux, puis sa main glissa vers son holster, un geste instinctif, presque inconscient. Ce fut l'erreur fatale. En une fraction de seconde, la tension dans le cimetière explosa. Mains en l'air, cria un officier de la sécurité, un homme robuste nommé Marc, qui avait servi sous les ordres de Lucien. Des armes furent dégainées, non par des étrangers, mais par les collègues de Renaud, ceux qui avaient partagé ses patrouilles, ses plaisanteries, ses silences coupables. Les canons pointés sur lui, Renaud se figea, ses yeux écarquillés, son souffle court. Pour la première fois de sa carrière, il était de l'autre côté, vulnérable, exposé. Julien ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. Il se contenta d'observer, son regard perçant comme une lame. Il avait attendu ce moment, calculé chaque étape, anticipé l'arrogance de Renaud. L'inspecteur avait cru pouvoir intimider, provoquer, dominer, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, il était allé trop loin. « Tu viens de faire la pire erreur de ta vie, » dit Julien, sa voix calme, presque douce, mais d'une froideur qui glaça l'assemblée. Renaud, le visage rouge de rage et d'humiliation, tenta de protester. « C'est une blague. Vous ne pouvez pas ?» Mais ces mots furent coupés par le cliquetis des menottes. Marc, l'officier de la sécurité, s'avança, saisissant les poignets de Renaud avec une fermeté implacable. « Vous êtes en état d'arrestation pour menace contre un agent spécial et tentative d'intimidation armée, » déclara-t-il, sa voix résonnant dans le silence du cimetière. La foule retint son souffle. Claire Dubois, les larmes roulant sur ses joues, murmura un « merci » d'à peine audible à Julien. Antoine, son fils, serra les poings, un mélange de colère et de soulagement dans les yeux. Camille, toujours à l'écart, continuait d'enregistrer, son visage illuminé par l'excitation d'un scoop qui allait secouer la ville. Étienne, quant à lui, semblait perdu, son regard passant de Renaud, menotté, à Julien, qui se tenait toujours immobile, le drapeau tricolore dans les mains. Le jeune policier murmura. « Comment en est-on arrivé là ?» Julien tourna légèrement la tête vers lui, un sourire discret au coin des lèvres. « Parce qu'il a cru qu'il était intouchable, » répondit-il simplement. Alors que les officiers entraînaient un Renaud vers une voiture de police, ses protestations résonnant dans l'air humide, Julien sentit le poids de la lettre dans sa poche. Ce n'était pas fini. L'arrestation de Renaud n'était que le premier acte. Il savait que l'inspecteur avait des alliés, des complices tapis dans l'ombre, peut-être même parmi les officiers présents. Le capitaine Gérard Fournier, un homme discret mais influent, observait la scène depuis le fond de la foule, son visage impénétrable. Julien avait remarqué un échange de regards furtifs entre lui et Renaud, juste avant l'arrestation. Il y avait une taupe, quelqu'un qui avait protégé Renaud pendant des années, et cette lettre, ce fragile morceau de papier, était la clé pour les démasquer tous. La pluie ralentit, les gouttes devenant plus rares, comme si le ciel lui-même marquait une pause. Le prêtre, enfin, reprit la parole, achevant la cérémonie d'une voix tremblante. Mais pour Julien, la véritable bataille ne faisait que commencer. Il avait honoré la mémoire de Lucien en exposant Renaud, mais il savait que le combat pour la justice était loin d'être terminé. La lettre, les preuves, les alliés de Renaud, tout cela formait un puzzle qu'il devait résoudre, et il le ferait, coûte que coûte. Alors qu'il posait le drapeau sur la tombe de Lucien, un serment silencieux s'éleva dans son cœur. « Pour toi, mon ami, je ferai tomber les murs qu'ils ont construits. » Le cimetière, désormais silencieux, semblait retenir son souffle, comme s'il savait que l'histoire ne faisait que commencer. La pluie s'intensifiait, tambourinant avec une rage croissante sur les parapluies noirs du cimetière de Saint-André, transformant le gravier en une boue glissante qui semblait aspirer chaque pas. Le silence solennel, déjà brisé par la provocation de l'inspecteur Philippe Renaud, avait cédé la place à une tension électrique, comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie prête à exploser. Renaud, cet homme qui se croyait au-dessus des lois, venait de commettre l'irréparable, sa main, dans un geste aussi instinctif qu'insensé, avait effleuré la crosse de son arme de service,
un défi muet lancé à l'agent spécial Julien Moreau. Ce fut l'étincelle. En un instant, le cimetière, lieu de recueillement, se transforma en théâtre d'un affrontement où la justice, si longtemps étouffée, réclamait enfin son dû. Mains en l'air. Cria Marc, l'officier de la sécurité, sa voix tranchante perçant le rideau de pluie. En une fraction de seconde, plusieurs armées furent dégainées, pointées non par des étrangers, mais par les propres collègues de Renaud, ceux avec qui il avait partagé des années de service, des rires complices, des silences coupables. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua dans sa gorge, et pour la première fois de sa carrière, Philippe Renaud se retrouva de l'autre côté du canon, vulnérable, exposé, un homme sans armure. Julien Moreau, immobile au centre de la tempête, observait la scène avec un calme glacial. Pas un mot, pas un geste superflu. Il avait attendu ce moment, calculé chaque étape, anticipé l'arrogance de Renaud qui, poussé par son orgueil, s'était lui-même jeté dans le piège. Les officiers, leurs armes toujours pointées, formaient un cercle implacable autour de l'inspecteur. Marc, un vétéran qui avait servi sous les ordres du commandant Lucien Dubois, avança, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Ne bouge pas, Renaud, ordonna-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une amertume profonde, celle d'un homme qui avait trop longtemps fermé les yeux. La foule des endeuillés, figée par le choc, retenait son souffle. Claire Dubois, la veuve de Lucien, serrait la main de son fils Antoine, ses larmes se mêlant à la pluie, mais son regard portait une lueur nouvelle, un mélange de douleur et d'espoir. À l'écart, Camille Lefebvre, la journaliste au tempérament de feu, glissa discrètement son téléphone dans sa poche. Elle avait tout filmé, la menace proférée par Renaud, son geste vers son arme, la réaction immédiate des officiers. Ce soir, son article ferait trembler les murs du commissariat, et peut-être même au-delà. Étienne et Lambert, le jeune policier fraîchement diplômé, semblait pétrifié, ses mains tremblantes posées sur son propre holster. Il avait admiré Renaud, vu en lui un modèle de fermeté, un homme qui faisait le boulot. Mais maintenant, face à cette scène, il ne voyait qu'un traître, un homme qui avait sali l'uniforme qu'il portait. Renaud, le visage tordu par un mélange de rage et d'humiliation, tenta de reprendre le contrôle. « Vous plaisantez » cracha-t-il, sa voix tremblante de fureur. « C'est une mise en scène. Moreau, c'est toi qui as orchestré tout ça. » Il pointa un doigt accusateur vers Julien, cherchant à rallier la foule à sa cause. Mais personne ne bougea. Les officiers, les civils, les agents spéciaux, tous le fixaient avec un mélange de dégoût et de méfiance. Julien haussa un sourcil, sa voix calme tranchant l'air comme une lame d'acier. « Une mise en scène » répéta-t-il, un léger sourire au coin des lèvres, un sourire qui n'avait rien de moqueur, mais qui portait une assurance terrifiante. « Tu veux dire, toi, menaçant un agent spécial en public, devant des dizaines de témoins, en portant la main à ton arme ? C'est toi qui as écrit ce scénario, Renaud. Et tu viens de jouer la dernière scène. » Un murmure parcourut la foule, un frisson collectif, comme si chacun réalisait que l'homme intouchable venait de tomber. Un souvenir jaillit dans l'esprit de Julien, vif et douloureux. Il se revit dans le bureau de Lucien, des mois plus tôt, tard dans la nuit, les deux hommes penchés sur une pile de dossiers confidentiels. La lumière blafarde d'une lampe de bureau éclairait le visage fatigué de Lucien, ses traits marqués par des années de combat contre un système qui protégeait trop souvent les coupables. « Renaud n'est pas seul », avait murmuré Lucien, sa voix grave et résolue. « Il a des alliés, des gens qui ferment que les yeux, qui signent les rapports, qui effacent les traces. Mais nous avons une chance, Julien. Cette lettre. Elle contient tout. Les noms, les dates, les preuves. » Il avait glissé une enveloppe scellée dans les mains de Julien, son regard intense, presque suppliant. « Si quelque chose m'arrive, tu sauras quoi faire. » Ce moment, gravé dans la mémoire de Julien, renforça sa détermination. Il ne pouvait pas échouer, pas maintenant, pas alors que l'héritage de Lucien reposait entre ses mains, dans cette lettre qu'il sentait peser dans la poche de son manteau comme un talisman. Mais un détail troublant attira son attention.
Alors que Marc et un autre officier menottaient de Renaud, Julien remarqua un échange de regards furtifs entre l'inspecteur et le capitaine Gérard Fournier, un supérieur discret mais influent, connu pour sa capacité à naviguer dans les eaux troubles du commissariat. Fournier détourna rapidement les yeux, son visage impassible, mais Julien comprit immédiatement, Renaud avait une taupe, quelqu'un qui avait couvert ses agissements pendant des années, quelqu'un qui pourrait encore tenter de le protéger. Cette arrestation, aussi spectaculaire soit-elle, n'était que le début. La lettre de Lucien, ce fragile morceau de papier, était en danger. Quelqu'un, quelque part, voudrait la détruire avant qu'elle ne puisse être révélée au grand jour. Julien sentit une vague de froid l'envahir, mais il la repoussa. Il devait rester concentré, garder la tête froide, comme Lucien le lui avait appris. Renaud, les poignets désormais entravés par les menottes, continuait de vociférer, sa voix rauque résonnant dans le cimetière. « Vous pensez que c'est fini » cria-t-il, ses yeux lançant des éclairs à Julien. « Vous n'avez rien vu. Il y en a d'autres, Moreau. Tu ne pourras pas tous nous arrêter. » Les officiers l'entraînèrent au sans ménagement vers une voiture de police garée à l'entrée du cimetière, ses bottes glissant sur le gravier mouillé. Il se débattait, mais ses mouvements étaient pathétiques, ceux d'un homme qui réalisait trop tard qu'il avait perdu. Camille s'approcha de Julien, son regard brillant d'excitation. « J'ai tout filmé » murmura-t-elle, sa voix vibrante d'adrénaline. « Chaque mot, chaque geste. Ce soir, ça va exploser. On peut faire tomber tout le réseau, Julien. » Elle tendit son téléphone, où l'écran affichait une vidéo nette de l'incident. Julien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. La vidéo était une arme puissante, mais la lettre de Lucien était la clé. Il devait la protéger à tout prix, et il devait trouver la taupe avant qu'elle ne frappe. Étienne Lambert, toujours immobile à quelques pas, s'approcha timidement, son visage pâle et ses yeux pleins de confusion. « Monsieur Moreau, je ne savais pas, balbutia-t-il, sa voix tremblante. Pour Renaud, je veux dire. Je pensais qu'il était juste dur, qu'il faisait ce qu'il fallait pour maintenir l'ordre. » Julien posa une main sur son épaule, un geste ferme mais réconfortant. « Tu as une chance, Étienne. » dit-il, sa voix basse mais empreinte d'une autorité tranquille. « Une chance de choisir de quel côté tu veux être. Celui de Renaud, ou celui de Lucien. C'est à toi de décider. » Le jeune policier baissa les yeux, mais quelque chose dans son regard changea, une lueur de détermination naissante, comme si les mots de Julien avaient planté une graine dans son esprit. Étienne hocha la tête, à peine perceptible, mais Julien savait qu'il venait de gagner un allié, fragile mais prometteur. Claire Dubois s'approcha à son tour, son fils Antoine à ses côtés. « Merci » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Lucien. Il aurait été fier de vous. » Antoine, les poings toujours serrés, ajouta d'une voix tremblante. Il ne méritait pas ça. Ce que Renaud a dit. Julien posa une main sur l'épaule du garçon. Ton père était un héros, dit-il simplement. Et il ne sera pas oublié. Claire esquissa un sourire, un mélange de douleur et de gratitude, avant de s'éloigner avec son fils, leur silhouette disparaissant dans la foule. Alors que la pluie ralentissait, passant d'un déluge à une bruine légère, le cimetière retrouva un semblant de calme. Les officiers rangèrent leurs armes, mais la tension demeurait, palpable, comme un courant souterrain. Renaud était menotté, emmené sous les regards lourds de ceux qui, pendant des années, avaient toléré ses abus par peur ou par habitude. Mais pour Julien, la bataille ne faisait que commencer. Il savait que Renaud n'était pas seul, que d'autres, comme le capitaine Fournier, attendaient dans l'ombre, prêts à protéger leurs intérêts. La lettre de Lucien, toujours dans sa poche, était une arme, mais aussi une cible. Julien devait agir vite, avant que les alliés de Renaud ne comprennent ce qu'il détenait. Camille, toujours à ses côtés, murmura « Il faut qu'on parle. Ce soir, chez moi. J'ai des contacts, des gens qui peuvent diffuser ça. » Elle désigna son téléphone, puis ajouta. « Mais fais attention, Julien. Si Renaud a des alliés,
Ils ne vont pas rester les bras croisés. Julien en hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon, là où le ciel gris commençait à s'éclaircir. « Je sais, répondit-il. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Il posa une main sur sa poche, sentant le contour de la lettre. Pour Lucien, pour Claire, pour Antoine, pour tous ceux qui croyaient encore en la justice, il irait jusqu'au bout. Le cimetière, désormais silencieux, semblait porter le poids de ce serment, comme si les pierres elles-mêmes étaient témoins de ce qui venait de se jouer. La salle d'audience du palais de justice était pleine à craquer, un théâtre vivant où se mêlaient officiers en uniforme, journalistes griffonnant fébrilement dans leurs carnets, et citoyens ordinaires venus assister à un moment qui, tous le savaient, marquerait un tournant. Une lumière froide filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres austères sur les murs lambrissés, tandis qu'un murmure constant emplissait l'espace, comme le bourdonnement d'une ruche prête à éclater. Au centre de cette scène, Philippe Renaud, autrefois un pilier intouchable du commissariat, était assis à la table des accusés, sa silhouette imposante réduite à une caricature pathétique dans une combinaison orange qui contrastait cruellement avec l'uniforme qu'il avait porté avec arrogance pendant 2 décennies. Ses mains menottées reposaient sur la table, ses doigts crispés, et ses yeux, autrefois pleins de défis, parcouraient la salle à la recherche d'un soutien, d'un regard complice, d'un signe quelconque qu'il n'était pas seul. Mais il n'y avait rien. Aujourd'hui, Philippe Renaud était un homme abandonné, un roi déchu face à la justice qu'il avait si longtemps méprisée. De l'autre côté de la salle, Julien Moreau, l'agent spécial, se tenait droit, son visage impassible, ses yeux sombres fixés non pas sur Renaud, mais sur un point invisible, comme s'il voyait au-delà de ce procès, vers l'héritage du commandant Lucien Dubois, dont le sacrifice avait rendu ce moment possible. Ce n'était pas une victoire personnelle pour Julien, mais l'aboutissement d'un combat que Lucien avait commencé, un combat pour une justice qui ne plie pas devant les puissants. Dehors, une manifestation s'était formée devant les marches du palais, une marée humaine brandissant des pancartes où s'étalèrent des slogans réclamant transparence et responsabilité. Plus jamais d'impunité. Criaient certains, leur voix portée par le vent, tandis que d'autres scandaient le nom de Lucien Dubois, érigé en symbole d'une lutte plus grande. Camille Lefebvre, la journaliste dont l'article explosif sur l'incident du cimetière avait enflammé l'opinion publique, était au premier rang de l'audience, son regard perçant fixé sur Renaud. Son reportage, publié dans un grand quotidien national, avait transformé l'arrestation de l'inspecteur en une affaire d'État, obligeant les autorités à agir sous la pression populaire. À ses côtés, Claire Dubois, la veuve de Lucien, assistait au procès, accompagnée de son fils Antoine. Ses traits, marqués par le deuil, portaient une dignité silencieuse, et ses yeux brillaient d'un mélange de douleur et d'espoir. Antoine, quant à lui, serrait les poings, son regard fixé sur Renaud avec une intensité qui trahissait une colère contenue, mais aussi une foi nouvelle en la possibilité d'un monde plus juste. Étienne Lambert, le jeune policier qui avait assisté, sidéré, à l'arrestation de Renaud au cimetière, était également présent, assis à quelques rangs de Julien. Il avait fait un choix difficile. Témoigner contre son ancien modèle, révélant des informations compromettantes qu'il avait découvertes par hasard. Ce geste, bien que risqué, l'avait transformé, faisant de lui un homme prêt à marcher dans les pas de Lucien. Le procureur, un homme à la voix claire et autoritaire, ouvrit le procès avec une fermeté qui imposa immédiatement le silence. « Votre honneur, commença-t-il, s'adressant à la juge, une femme d'une 50aine d'années dont le regard sévère inspirait le respect, l'accusé, Philippe Renaud, un officier assermenté chargé de protéger le public, a été filmé en train de menacer un agent spécial lors de l'enterrement du commandant Lucien Dubois, en portant la main à son arme dans une tentative claire d'intimidation. » Il fit un signe, et un écran descendit au centre de la salle. La vidéo, tournée par Camille dans le cimetière, fut projetée, chaque détail capturé avec une netteté implacable, le rictus arrogant de Renaud, ses paroles venimeuses, « Tu ne voudrais pas finir 6 pieds sous terre comme Dubois. » Son geste provocateur vers son holster, puis la réaction immédiate des officiers, leurs armes pointées sur lui. La salle retint son souffle, un silence pesant s'installant alors que les images parlaient d'elles-mêmes. Même Renaud, malgré son masque de défi, sembla se tasser légèrement sur son siège, comme si le poids de cette preuve le broyait.
Mais le procureur n'en avait pas fini. Ce n'est pas un incident isolé, poursuivit-il, sa voix gagnant en intensité. Grâce au courage de l'agent spécial Julien Moreau et à l'héritage du commandant Dubois, nous avons en notre possession une preuve accablante des abus systématiques orchestrés par l'accusé. Il se tourna vers Julien, qui se leva lentement, tenant entre ses mains l'enveloppe scellée que Lucien lui avait confiée. La lettre, rédigée de la main du commandant, fut remise à la cour, son contenu projeté sur l'écran après que la juge eut donné son accord. Les mots de Lucien, précis et implacables, détaillaient des années d'abus, des arrestations violentes sans justification, des pots de vin acceptés pour fermer les yeux sur des crimes, des plaintes étouffées par la complicité de certains supérieurs. Mais ce qui fit frémir la salle fut la mention d'un nom. Le capitaine Gérard Fournier, un homme respecté, accusé par Lucien d'avoir couvert les agissements de Renaud en échange d'avantages personnels. Un murmure choqué parcourut l'assemblée, et Fournier, présent dans la salle, blêmit, ses mains crispées sur les accoudoirs de son siège. Julien fut appelé à la barre, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. Le commandant Dubois m'a confié cette lettre peu avant sa mort, expliqua-t-il, son regard fixé sur la juge. Il savait qu'il prenait des risques en enquêtant sur Renaud et ses complices. Il m'a demandé de la protéger, de m'assurer que la vérité éclate, quoi qu'il arrive. Il marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit des présents. Cette lettre n'est pas seulement une accusation. C'est un appel à changer un système qui, trop longtemps, a protégé les coupables au détriment des innocents. La salle était suspendue à ces paroles, et même Renaud, pour la première fois, sembla perdre de son assurance, ses yeux fuyant ceux de Julien. Puis vint le témoignage d'Étienne Lambert, un moment décisif. Le jeune policier, nerveux mais déterminé, monta à la barre, sa voix tremblante au début, mais gagnant en force à mesure qu'il parlait. J'ai entendu des conversations entre l'inspecteur Renaud et le capitaine Fournier, révéla-t-il, provoquant un nouveau frisson dans l'assemblée. Ils parlaient de dossiers qu'il fallait faire disparaître, de plaintes qu'il ne fallait jamais enregistrer. Je ne voulais pas y croire au début. Mais après ce qui s'est passé au cimetière, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Sa voix se brisa légèrement, mais il redressa les épaules, regardant directement la juge. Je veux être un policier digne de ce que le commandant Dubois représentait. Claire Dubois, dans la foule, essuya une larme, un sourire discret éclairant son visage. Antoine, à ses côtés, hocha la tête, comme s'il voyait en Étienne un écho de l'idéalisme de son père. Le clou du procès fut l'appel de Gérard Fournier à la barre. L'homme, autrefois un modèle d'autorité discrète, s'effondra sous le poids des preuves. Confronté à la lettre de Lucien et au témoignage d'Étienne, il avoua, la voix brisée, avoir protégé Renaud par peur des représailles et par intérêt personnel. Je pensais que c'était ainsi que les choses fonctionnaient, murmura-t-il, son regard baissé. Je me suis trompé. La salle explosa en murmures, certains d'indignation, d'autres de satisfaction. La taupe était démasquée, et avec elle, tout un réseau de corruption s'effondrait comme un château de cartes. Renaud, acculé, tenta une dernière défense, sa voix rauque et désespérée. C'est un complot ? Cria-t-il, se levant à moitié de son siège avant que les gardes ne le forcent à se rasseoir. Moreau veut me détruire. Ce sont des mensonges, tous autant que vous êtes. Mais ces mots sonnaient creux, pathétiques, face à l'avalanche de preuves. La juge, impassible, se pencha en avant, son regard perçant fixé sur l'accusé. Monsieur Renaud, dit-elle, sa voix résonnant avec une autorité tranquille, vous n'avez pas seulement menacé un agent spécial. Vous avez trahi la confiance du public, sali l'uniforme que vous portiez, et déshonoré la mémoire d'un homme intègre. Vos actions, capturées par des témoins et des caméras, ainsi que les preuves accumulées par le commandant Dubois, ne laissent aucun doute. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer, avant de prononcer le verdict, coupable. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un silence lourd s'abattit sur la salle,
suivi d'un souffle collectif, comme si tous relâchaient une tension accumulée. Renaud, hagard, semblait incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les gardes s'approchèrent, le saisissant par les bras pour l'emmener. Ses yeux croisèrent ceux de Julien une dernière fois, brûlant de haine et de regret. « Tu crois que tu as gagné, Moreau ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. Julien, immobile, répondit simplement, « Non, Renaud. C'est la justice qui a gagné. » Guts. Les lourdes portes de la salle se refermèrent en derrière l'ancien inspecteur, ses protestations s'évanouissant dans le couloir. Alors que la salle se vidait lentement, Julien resta un moment, songeur, son regard fixé sur le symbole de la justice gravé au-dessus de la chaise de la juge. Claire s'approcha, un sourire fragile aux lèvres. « Lucien serait fier de vous, » murmura-t-elle, sa voix empreinte de gratitude. Antoine, à ses côtés, ajouta, « Merci, pour lui. » Julien hocha la tête, ému, incapable de trouver les mots justes. Camille, toujours pragmatique, s'approcha à son tour. « Ce n'est qu'un début, » dit-elle, son regard brillant. « Cette affaire va forcer des réformes. On ne peut plus fermer les yeux. » Julien acquiesça, mais son esprit était ailleurs, porté par les souvenirs de Lucien, par la promesse qu'il lui avait faite. Dehors, le ciel était clair, les nuages gris du cimetière remplacés par un soleil timide qui perçait à travers les arbres. Les manifestants, toujours présents, scandaient des slogans, leurs voix pleines d'espoir. Étienne rejoignit Julien à la sortie du palais, son uniforme impeccable, mais son regard changé, plus mûr. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Moreau ?» demanda-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix. Julien sourit, un sourire discret mais déterminé, son regard porté vers l'horizon. « On continue, Étienne. Pour Lucien. Pour tous ceux qui croient encore que la justice est possible. » Cette victoire, bien que retentissante, n'était qu'un premier pas. Le système, avec ses failles et ses ombres, était loin d'être parfait. Mais pour la première fois, il avait fonctionné comme il le devait, tenant un homme comme Renaud responsable de ses actes. Les jeunes officiers dans la foule, les citoyens dans la rue, les journalistes comme Camille, tous avaient vu qu'un homme intouchable pouvait tomber. Et Julien, porté par l'héritage de Lucien, savait que d'autres batailles l'attendaient. Il pensa à la lettre, désormais en sécurité, et à ce qu'elle représentait, un appel à ne jamais abandonner, à se battre pour un monde où l'uniforme est un symbole d'honneur, et non de pouvoir. Alors qu'il descendait les marches du palais, sous les cris des manifestants et les regards admiratifs des passants, Julien sentit une certitude s'ancrer en lui. Il était prêt. Cette histoire, ancrée dans la quête de justice, résonne profondément avec les valeurs françaises d'égalité, de liberté et de responsabilité. La détermination de Julien Moreau face à l'injustice incarnée par Philippe Renaud nous rappelle que le courage individuel peut défier un système corrompu. Ce récit met en lumière une vérité essentielle, la justice ne s'impose pas seule, elle exige de la persévérance, de la stratégie et une foi inébranlable en ce qui est juste, même face à l'adversité. Dans la culture française, où l'honneur et l'intégrité sont des piliers, l'exemple de Lucien Dubois nous inspire à ne jamais céder à la complaisance. Appliquer cette leçon dans nos vies signifie oser dénoncer les abus, soutenir ceux qui luttent pour le bien commun et refuser le silence face à l'injustice. Que ce soit dans nos communautés, nos lieux de travail ou nos écoles, nous devons cultiver l'honnêteté et la solidarité pour bâtir un avenir où chacun est respecté. Comme Julien, nous pouvons tous, à notre échelle, faire la différence en agissant avec conviction. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien. Cliquez sur j'aime pour honorer ceux qui se battent pour la justice. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres et à agir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire qui donne du sens. Et laissez un commentaire, que feriez-vous face à une injustice? Votre voix compte. Ensemble, faisons entendre le message de la vérité et de l'espoir.